Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle soirée du Club Sport et Rugby Business qui, je le rappelle, a été créé en 2010. Notre conférence du jour est parrainée par Eurial Asset Management et a pour thème patrimoine, immobilier, santé, 3 petits points. Comment donner du sens à vos investissements? Alors pour en débattre comme chaque trimestre, 4 des plus grands experts mondiaux, encore vivants, en pleine forme et souriants, ils sont là tous les 4. Jérôme Marty, qui a un nom de famille particulièrement sympathique, Alexis Brice, Thierry Scher ainsi que Jean-Jacques Olivier. Chacun va parler une dizaine de minutes successivement et après on aura 20 minutes de questions-réponses et témoignages. Mon cher Jean-Jacques, en tant que président, un mot d'abord de bienvenue, ensuite on parle de ton entreprise et on passe une petite vidéo de quelqu'un qu'on adore ici et qui est un fidèle du club qui s'appelle Thomas Lombard. Oui, merci. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Alors, Eurial est une société qui a été créée en 2010. C'est une filiale d'un groupe entrepreneurial qui s'appelle Groupe Patrimoine de France, qui est un spécialiste de l'immobilier. Eurial a pour vocation de créer des fonds immobiliers sous forme de SCPI ou PCI, on vous en parlera tout à l'heure. L'objectif étant de collecter auprès du grand public de l'argent, ça peut être 5 000 euros, 10 000 euros ou 100 000 euros, et de les investir dans de l'immobilier bien défini et de reverser tous les trimestres sous forme de dividendes, des loyers aux gens qui ont investi ce fonds. On n'achète à travers ces fonds que de l'immobilier. Voilà, donc, et comme on fait de l'appel public à l'épargne, on est régulé par l'autorité des marchés financiers. Alors, Eurial, depuis le départ, très rapidement, a marqué une spécificité dans le secteur de la santé. Et elle a créé un premier fonds qui s'appelle Pierval Santé, je vais y revenir. Pourquoi? Parce que, en fait, on se situe en 2013 et on sent qu'il va y avoir une évolution sur ce marché, en tout cas dans le marché immobilier santé. On s'aperçoit qu'on est dans une période où on fait des investissements plutôt, je dirais c'est plutôt un marché d'opportunités. Voilà, il y a des gens qui ont un fonds et puis tout d'un coup ils vont acheter une clinique ou une maison de retraite. Et on sent qu'on va passer d'un marché d'opportunités à un marché structuré. Et du coup, on a créé un premier fonds. Et nous avons, pour vous donner un ordre d'idée, à cette époque-là, en France, le marché de l'immobilier santé, ça représentait à peu près 500 millions d'euros par an. Pas grand-chose, hein, pour vous comparer à du bureau, du commerce, qui représente à peu près un peu plus de 50 milliards par an. Donc vraiment un petit marché, mais on a considéré que le marché ne reflétait pas les besoins. Et on va en parler, il y a des besoins, il y a des enjeux colossaux avec une transformation de ces marchés. Je pense que ça n'échappera à personne aujourd'hui sur des thèmes, d'abord des sujets que tout le monde connaît bien, hein, le vieillissement de la population, l'évolution de la médecine. Il y a des experts à côté de moi qui en parleront mieux que moi tout à l'heure. Et à partir de là, si vous voulez, on s'est dit que cette évolution allait entraîner des besoins simples, mais très, très simples. Vous donnez, par exemple, un exploitant de clinique ou un exploitant d'EHPAD, quand il investit sur un établissement, globalement, ces investissements, c'est 50% dans l'exploitation, 50% dans le bien immobilier, le support immobilier. Autant vous dire que si vous l'aidez sur le support immobilier, il pourra faire 2 fois plus d'investissement, il pourra aller 2 fois plus vite, il pourra surtout répondre plus rapidement à ces enjeux majeurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ces évolutions dont on parlera tout à l'heure, hein, font qu'il était important de pouvoir, si j'ose dire, essayer de trouver des liens, un trait d'union entre le public, le privé et l'associatif. Vous savez, on ne sait pas trop bien faire ça en France. Il y a le public d'un côté, il y a le privé de l'autre. Et pourtant, à l'instar d'ailleurs de ce qu'a fait l'Institut du cerveau, le professeur Brice va en parler, quand on sait réunir le privé et le public et l'associatif, ça peut donner une belle force. En tout cas, pour nous, ça a donné la naissance à 2 produits. Un premier produit qui s'appelle Pierval Santé, qui est une SCPI, investit 100% sur le secteur de la santé, EHPAD, clinique, maison de soins, laboratoire, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer autour de la santé. Et on est présent aujourd'hui en France et dans 7 pays européens.
l'Angleterre, l'Allemagne, l'Irlande, l'Écosse, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie. Nous allons continuer sur d'autres pays. Le fonds pèse un peu plus de 2,3 milliards. On a un peu plus de 42 000 épargnants, tout ça en 7 ans. Et aujourd'hui, on peut dire que globalement, on est leader sur notre marché, avec une première spécificité qui sera la thématique de la soirée, c'est-à-dire c'est la première SCPI en France à fonds de partage, c'est-à-dire que, je vais y revenir, et la deuxième aussi, c'est qu'il nous paraissait intéressant de dire, vous savez, le secteur de la santé, c'est un enjeu majeur pour nous. Et sur les parties exploitation, si vous regardez, vous voyez beaucoup de fonds étrangers qui vont venir investir sur quelque chose qui, pour nous, je veux dire, un besoin primaire. Et il nous a paru aussi très intéressant, je vais faire un petit peu un cocorico, surtout avec l'accent du sud-ouest, il nous paraissait très intéressant de dire on va faire vraiment un fonds franco-français. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces établissements immobiliers de santé appartiennent à monsieur et madame tout le monde. Parce que 2,3 milliards pour 42 000 épargnants, ça vous donne à peu près un investissement moyen entre 45 000 et 50 000 euros. Donc voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça reste, je dirais, en France, avec des investisseurs privés qui investissent pour leur retraite et qui, à travers cette thématique, répondent à des enjeux. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. C'était Pierre Valsanté. Tout à l'heure, Thierry en parlera autrement. Mais après, on s'est dit, pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas aller plus loin? Parce que quand on rencontre ces exploitants, que ce soit de cliniques, ils ont des besoins. Et je vais vous donner un exemple. Nous, on a un exploitant que certains connaissent bien ici, qui est Jean-Luc Rousset, qui est l'ancien président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Il a eu des besoins. On a créé avec lui, on a financé une clinique dans une ville qui a 42 000 habitants en Ardèche, qui s'appelle Aubenas. Il dit la vie a repris. La vie a repris, c'est-à-dire voilà, on retrouve des accouchements, on retrouve les gens accouchent sur place, etc. Ils n'ont pas besoin de faire ci. Quand ils veulent être soignés, ils sont soignés sur place. On parle beaucoup de désertification. On a su répondre à ça. On a investi dans des maisons, je dirais, d'habitat inclusif pour handicapés, dans des villes de 10 000 habitants. On est très attaché à l'évolution et à l'aménagement du territoire, on y reviendra. Et puis tous ces exploitants nous ont dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas aller plus loin ? Pourquoi vous nous accompagnez sur l'immobilier et pourquoi vous ne nous accompagnerez pas aussi sur la partie exploitation? Et nous, on a toujours considéré que ces gens-là, ce n'étaient pas des locataires, c'était plutôt des partenaires. Donc, on a monté un deuxième fonds qui s'appelle Trajectoire Santé, où là, on dit on va investir dans l'immobilier à hauteur de 70% et on va investir aussi dans la partie exploitation, vous savez, sous forme de private equity. Ça ne s'est jamais fait. La première fois qu'un fonds immobilier va investir également dans l'exploitation. Et en tout cas, on a trouvé que ça, là aussi, ça répondait à un besoin majeur. Et tant Pierre Valsanté que Trajectoire Santé sont des fonds de partage. Alors ça veut dire quoi, des fonds de partage? Parce que c'était la première fois qu'on a créé un fonds immobilier sous l'appellation fonds de partage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on s'est dit, on ne peut pas aller sur le secteur de la santé sans accompagner la recherche. Parce que sans la recherche, on ne fait pas grand-chose. Donc, on a considéré aussi que la recherche avait à nous apporter, parce qu'il faut connaître le secteur, il faut bien le comprendre. Et en même temps, eux, ils ont besoin surtout qu'on les accompagne en leur donnant de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le premier fonds en disant, voilà, en fonction de la collecte qu'on va faire, on va vous reverser de l'argent. Et puis, ça fait des sommes importantes. On a dépassé le million d'euros. Enfin, voilà. Et on a choisi un établissement, une fondation, qu'on affectionne particulièrement, qui est l'Institut du cerveau, dont le directeur général est à mes côtés, il va vous expliquer. Et on a passé, si j'ose dire, un accord, si je peux le dire comme ça, qui je trouve très intéressant, c'est de dire, écoutez, nous, on leur a dit, plus on collecte, plus on va vous verser de l'argent. Et vous, par contre, il faut nous accompagner, parce que acheter de l'immobilier, c'est bien, mais acheter de l'immobilier sur le secteur de la santé, c'est autre chose. Ça nécessite d'autres connaissances. Et donc, on a créé un comité scientifique
avec un économiste spécialisé sur le secteur de la santé, avec un sociologue, avec le président d'Espoir Alzheimer, avec un spécialiste sur le numérique, un expert spécialisé sur le secteur, la recherche, des médecins, et qui nous permettent de mieux comprendre les besoins de demain pour pouvoir y répondre. Et ça, c'est le deal de départ entre nous et l'Institut du cerveau. Et donc, du coup, alors, ça s'est fait sous une certaine forme en disant, écoutez, nous, on va vous donner de l'argent, mais on va aussi proposer aux épargnants de vous accompagner. Et on est en train, dans le deuxième fonds, d'aller un petit peu plus loin. On va dire, écoutez, on va faire mieux. On va prendre vraiment une partie de la rentabilité, on va vous la reverser. Voilà, c'est l'évolution sur le fonds de partage. On va vous parler de ça dans la soirée. C'est vraiment de dire, je vais sur un secteur qui correspond à un besoin, je vais aller vers une sorte d'économie de partage. Je ne vais pas que raisonner sur le profit, je vais aussi aller un petit peu plus loin. Alors on le fait avec la recherche, mais par ailleurs, on finance une thèse à Montpellier sur l'aménagement du territoire et les personnes âgées, parce que nous sommes persuadés que l'évolution de la France doit passer par un nouvel aménagement du territoire, et que l'aménagement du territoire, ça touche tout. Ça touche les transports, ça touche l'économie, ça touche le logement, ça touche la santé. Et voilà, et on fait tout un tas d'autres choses. Vous prenez par exemple une problématique, vous avez tous entendu parler de la problématique du personnel soignant. Je peux vous dire que c'est pareil dans tous les pays européens. Donc, on travaille avec les SEC, on essaye de voir comment on pourrait trouver des solutions internationales pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Je crois que j'ai passé mes 10 minutes. Dans le sud-ouest, on aime beaucoup parler. Mais bon, on dit les choses, mais parfois, c'est bien aussi d'envoyer de l'image. Et en tout cas, les adhérents du club rugby and business adorent un personnage qui est Thomas Lombard. Je pense que tout le monde connaît cet ancien joueur de rugby. Notamment les brivistes. Hein. Voilà, voilà. Moi, je suis aussi un ancien joueur de rugby, donc on a communiqué rapidement. Et moi, j'ai demandé un jour à Thomas, j'ai dit, écoute Thomas, tu parles très bien de ce fonds de partage. Et un jour, il avait une discussion avec moi, il avait fait un parallèle entre le rugby et le fonds de partage. Et on l'a immortalisé à travers une petite vidéo. Et quand on a décidé la soirée, j'ai dit, Alain, ce serait sympa de passer cette vidéo parce que je pense qu'elle en dit long. Bonjour, je suis Thomas Lombard, ancien rugbyman professionnel, et je suis là pour vous parler de mon engagement et de mon rôle de parrain auprès de Pierreval Santé. Pierreval Santé, c'est la première SCPI engagée à 100% sur le secteur de la santé, mais qui est aussi une SCPI à fond de partage. Et ce partage, il concerne aussi l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui a besoin de vous. Besoin de votre engagement, besoin de votre solidarité, de votre générosité pour pouvoir prospérer, pour pouvoir se développer et pour pouvoir aider ceux qui, dans les années à venir, malheureusement, connaîtront des besoins autour de ces maladies dégénératives. Pendant 20 ans, sur tous les terrains de rugby, j'ai recherché l'engagement, la solidarité, la cohésion et la confiance. Ces valeurs sont essentielles, ces valeurs sont celles de Pierreval et ces valeurs sont aussi celles de l'ICM. Une personne sur 8 est aujourd'hui directement concernée par les maladies du système nerveux. Sclérose en plaques, maladie de Parkinson ou maladie d'Alzheimer, qui aujourd'hui enregistre 250 000 nouveaux cas chaque année. La recherche a besoin de vous. Dans cette dynamique de soutien, Pierreval Santé s'engage en reversant une partie de sa collecte. Dans ma carrière, j'ai toujours eu besoin de savoir pour qui et pourquoi je me battais sur le terrain. J'imagine que pour vous aussi, comprendre les enjeux, mesurer les conséquences est quelque chose d'essentiel. Pierreval Santé aide l'ICM. L'ICM aide Pierreval Santé. Vous aussi, participez, donnez plus de sens à votre investissement. Adhérer et s'engager aux côtés de Pierreval Santé, c'est participer et s'inscrire dans un projet sociétal. Lorsqu'on s'est investi, lorsqu'on s'est impliqué dans ce genre de projet, on a laissé une trace. Vous avez cette opportunité aujourd'hui, grâce à Pierreval Santé, d'écrire un meilleur avenir et de vous impliquer durablement dans un projet important et qui donne du sens. Faites-le, rejoignez-nous
soyez solidaires, soyez convaincus de notre implication. Merci à tous et merci pour vos dons. Belle personne, beau témoignage Thomas, vraiment une très belle personne. Voilà, on peut faire des affaires et on peut aider la société en même temps. Mais c'est pas incompatible. Merci Jean-Jacques. Alexis, un mot donc sur l'ICM, la création, l'historique avec l'une des stars, le professeur Saillant, et puis pourquoi est-ce qu'il faut donner 2 milliards de subventions dès demain matin dans la salle là? Oui, alors en quelques mots, d'abord il a mis la barre très haut, hein, Monsieur Lombard, c'est formidable son témoignage et je crois que ça vous a permis de découvrir l'ICM. Je voudrais juste commencer par vous dire qu'en fait, l'ICM s'attaque à 2 questions majeures. La première, c'est le cerveau, tout simplement. Comment est-ce que notre cerveau fonctionne? Comment est-ce qu'il se met en place? Comment il se développe? Comment il vieillit? Comment il réagit à son environnement? Et le cerveau, c'est une machine extrêmement complexe, avec près de 100 milliards de neurones, tous connectés entre eux d'une façon absolument phénoménale. Donc comprendre ça, comprendre comment ça peut se développer au fil des ans. Notre cerveau évolue jusqu'à 20 ans au moins, il s'est complètement développé à l'âge de 20 ans. Et puis ensuite, il garde ses performances pendant de nombreuses années, puis elles peuvent décliner ensuite tardivement. Comment est-ce qu'on fait un organe aussi complexe qui peut fonctionner pendant aussi longtemps et produire tout ce qui se passe autour de nous ici? On vous voit, on peut le sentir, on ressent des émotions et on est capable d'échanger. Tout ça, c'est notre cerveau qui le fait. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, elle a été évoquée par Thomas Lombard, c'est celle des maladies du système nerveux, puisque 1 milliard de personnes dans le monde sont atteintes de ces maladies. Elles peuvent toucher le sujet jeune, comme l'épilepsie, elles peuvent toucher le sujet plus âgé, comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, mais face à toutes ces maladies, on est vraiment en déficit de compréhension des mécanismes des maladies et de thérapeutique qui soit réellement efficace. Et donc l'ICM a un motto, c'est chercher, trouver, guérir. Aujourd'hui, on cherche, on trouve aussi. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est guérir. Et pour nous, c'est la prochaine frontière. Et guérir, ça passe par cette connaissance approfondie du système nerveux normal, le cerveau normal, et le cerveau dans des situations pathologiques. Et c'est pour ça que l'Institut du cerveau est très bien placé pour faire des percées dans ce domaine. Vous avez bien choisi votre partenaire parce que l'Institut du cerveau a de nombreux atouts. Il forme un écosystème qui est absolument unique en France et probablement dans le monde, parce qu'il réunit au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à la fois des médecins chercheurs, des chercheurs, des patients qui se font soigner à la Pitié-Salpêtrière, qui est un grand hôpital des maladies du système nerveux, et puis des entrepreneurs. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'aller le plus vite à la découverte et de la découverte à l'application au service du patient. Et donc pour ça, on a réuni en un même lieu tous ces acteurs et on a choisi bien sûr les acteurs les plus pertinents, les plus performants du domaine. Et c'est pour ça que l'Institut du cerveau est fait de chercheurs non seulement extrêmement motivés, mais surtout très brillants, très originaux, parce qu'il faut de l'originalité pour faire jaillir l'étincelle qui va nous permettre de trouver une nouvelle piste dans une maladie. Et l'Institut du cerveau, qui est très jeune, a maintenant recruté à l'international un certain nombre de chercheurs qui s'épanouissent, qui bénéficient d'un environnement exceptionnel, comme je vous l'ai dit, mais aussi de tout ce qu'il faut en termes de technologie, parce que pour aborder le cerveau, il faut pouvoir le voir en fonctionnement, voir ses cellules, et donc c'est à toutes les échelles qu'on s'adresse au cerveau dans l'Institut du cerveau. Donc voilà les objectifs de l'Institut du cerveau, voilà pourquoi il est bien placé pour réussir, et en témoigne le fait qu'après seulement quelques années de fonctionnement, il se soit hissé au second rang des instituts les plus cités dans le domaine des maladies du cerveau et particulièrement de la neurologie. Donc à l'échelle internationale, cet institut existe, il est visible, il est référent. Et il est de plus en plus attractif. Grâce à vous, grâce à ce partenariat et à d'autres donateurs,
parce qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est cette année 1 million d'euros qui vont être atteints, c'est considérable, et surtout c'est un partenariat qui est à long terme que nous avons établi avec vous. Et du temps, il en faut pour la recherche. C'est quelque chose dans lequel on investit à long terme, on favorise chez nos chercheurs la prise de risque, on ne cherche pas la récompense à court terme, mais vraiment de voir loin et de s'attaquer à des questions absolument fondamentales. C'est comme ça qu'on progresse, et c'est grâce à vous qu'on peut le faire dans le temps et de façon pérenne. Et ça, c'est essentiel. Et sinon, j'ajouterais qu'aujourd'hui, l'Institut du cerveau, c'est un budget d'environ 80 millions d'euros, qu'on a franchi la barre des 20 millions d'euros de dons cette année, c'est 25% des ressources. Les autres sont des ressources compétitives que nos chercheurs vont chercher à l'Europe, en France ou à l'international. Et donc, cette somme importante qui vient de la générosité du public, des mécènes, des entreprises, est pour nous absolument essentielle pour maintenir notre trajectoire, pour maintenir l'Institut du cerveau parmi les leaders mondiaux et bientôt, évidemment, le leader mondial dans le domaine des maladies du cerveau. On rappelle peut-être les fondateurs aussi, Alexis ? Pardon ? Les fondateurs et tous ceux qui soutiennent, il y a quelques personnalités. Cet institut, c'est ce qu'il est aujourd'hui, mais il est le fruit d'une volonté, la volonté effectivement de quelques fondateurs, des médecins d'abord, Yves Agide, Olivier Lioncan, Gérard Saillant, qui est son président, et qui ont su s'entourer d'hommes d'affaires et de financiers comme Serge Wimbert, Jean Todt, Jean-Pierre Martel, Patrice Lafargue, Patrick Lafargue, qui est un donateur de longue date. Et donc, tous ensemble, et avec le comité des amis de l'ICM, ils ont réussi la prouesse de construire le bâtiment que vous avez vu, qui réunit toutes ces équipes de recherche, mais aussi d'équiper des plateformes et de faire fonctionner cet ensemble depuis une dizaine d'années. Donc, il y a une volonté de fondateur. Et maintenant, l'Institut est sur sa lancée. Il a besoin d'être soutenu pour poursuivre cette trajectoire. Alexis, donner des sous, c'est bien, il faut le faire. Est-ce qu'on est également, on participe un peu à cette aventure? On est informé, il y a des rendez-vous réguliers, il y a de la formation, ou c'est juste on donne un peu de sous, puis rendez-vous l'année prochaine? Je crois que Jean-Jacques nous l'a bien dit. C'est vraiment un partenariat dans la mesure où nous bénéficions de ce soutien à long terme, mais il y a aussi l'ICM qui, à travers ses chercheurs ou ses médecins, peut donner du temps, de l'information, peut aider. Et il y a vraiment, je crois, une intégration finalement des partenaires de l'ICM à l'Institut. Et nous, ce qui nous fait très plaisir, c'est de pouvoir rencontrer des gens, de leur parler de ce que nous faisons, et qu'ils découvrent l'enthousiasme de nos chercheurs. Et je crois qu'ils partent toujours avec quelque chose qu'ils ont découvert et auquel ils ne s'attendaient pas. Et donc je crois que c'est la même chose, ce partenariat qui est utile, indispensable aux deux parties et pour nous. Et moi je tenais vraiment à vous remercier de ça, parce que on est vraiment très heureux de pouvoir régulièrement au cours de l'année vous recevoir chez nous, échanger. Et ça fait vraiment sens. Et puis en plus, ce produit de partage est vraiment totalement innovant. Et il y a une adéquation parfaite entre les missions de l'Institut du cerveau et le domaine dans lequel finalement vous investissez, vous rendez service à notre population vieillissante. Merci Alexis. Thierry, donc on est en plein cœur de la problématique, donner du sens à ces investissements. On a déjà eu quelques éclairages. Alors oui, là, je pense qu'on a vraiment eu des beaux éclairages, et je retiendrai donc quelques notions qui viennent d'être données par le professeur. C'est vrai que je pense qu'on partage beaucoup de valeurs au pluriel. Quand on parle de temps, on a besoin de temps. Nous aussi, quand on prodigue des investissements à nos clients, on a besoin d'opiniâtreté, on a besoin de conviction, on a besoin de trouver des solutions. Donc, c'est pas toujours évident. En tout cas, de trouver le bon remède, fut-il financier, à une problématique patrimoniale qui nous est souvent exposée. Donc là-dessus, on trouve vraiment des alignements d'intérêts et on se sent vraiment à l'aise. Donc c'est nous que vous remercions aussi
qu'on puisse porter finalement cette parole et ces valeurs. Et on est vraiment, je pense, tous dans l'entreprise, et merci à Jean-Jacques d'avoir impulsé également ceci au niveau de l'entreprise, tous vraiment rythmés par ça. Je parlerai d'ADN, alors je ne m'avancerai pas davantage en matière scientifique, mais effectivement, c'est un véritable ADN au sein de l'entreprise que d'être rythmé par cette économie ou cet enjeu sociétal qui est vraiment très fort et qui est porté principalement par cette orchestration de dons envers l'Institut du cerveau, parce que je crois qu'il faut dire maintenant l'Institut du cerveau et non plus l'ICM. Donc je vais essayer de me corriger. Donc, ouais, j'essaye d'apprendre ma leçon. Donc, alors, je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de revenir sur le pourquoi on a créé des véhicules d'investissement. Je pense que presque tout a été dit. Néanmoins, je vais quand même vous donner quelques chiffres, s'il était besoin de légitimer encore et de justifier encore donc, cette intervention. Et puis le succès des produits, et là on vous remercie, vous, la plupart d'entre vous qui êtes là, qui êtes des distributeurs, des promoteurs de ces solutions, pour le succès de ces véhicules qui finalement rencontrent leur public. Alors, quelques éléments peut-être sur l'écosystème, alors juste pour vous faire un petit peu rigoler, hein. On est passé du baby boom au papy boom, donc certains se reconnaîtront, au premier rang desquels moi-même. Je ne suis pas encore en fauteuil roulant, rassurez-vous. Et ensuite, ça va être le dépendance boom. S'il y a un élément qui est quasiment irréfragable dans notre société, la statistique qu'on ne peut pas remettre en cause, c'est celle qui concerne la démographie. On sait que les gens ont eu tel âge à tel moment, ils auront 20 ans plus tard, ils auront 20 ans de plus, et 40 ans plus tard, ils auront 40 ans de plus, et 80 ans plus tard, ils auront 80 ans de plus. C'est mathématique, c'est mécanique, et on sait exactement que aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui sont, on va le voir ici avec quelques petites stats toutes bêtes, hein, mais j'en parlais encore à déjeuner avec un partenaire. On avait 3000 centenaires en France en 2000, on en a 30 000 en 2022, et on sait qu'on en aura 270 000 en 2070. Voilà. Alors je ne sais pas qui d'entre vous, hein, ou d'entre nous, je vais quand même me mettre dans le lot, mais c'est ça qu'on ne sait pas dire en revanche, mais au niveau statistique, au niveau probabilité, on sait qu'on aura effectivement cette évolution qui est absolument inéluctable et à laquelle il faudra répondre. Alors je n'oserais pas dire faire face, mais en tout cas répondre. Et d'ailleurs là aussi, un sociologue, Serge Guérin, nous disait il n'y a pas très longtemps qu'on préférait plutôt parler de l'économie de la longévité plutôt que de celle du vieillissement, parce qu'on essaye effectivement de vivre de mieux en mieux, et merci aussi aux travaux issus de l'ICM pour qu'on vive de mieux en mieux. Mais vous le voyez ici, quelques chiffres qui démontrent, s'il en est besoin, qu'on est sur un tapis roulant qui nous amène inéluctablement vers une longévité. On sait encore une fois qu'une femme sur deux qui naît aujourd'hui, enfin une jeune fille, sera centenaire, virgule, en quel état ? Et c'est bien ça le sujet, c'est bien ça à quoi il faut qu'on se prépare finalement pour répondre au mieux à cette situation. Et on est certain qu'il y aura des solutions, mais il faut œuvrer pour aller vers ce genre de solutions. Alors des solutions, nous on en a, très modestement, très humblement, avec des véhicules financiers qui vont vous permettre d'orchestrer ou de ponctuer peut-être vos allocations d'actifs, on va y revenir, avec une gamme finalement qui est assez resserrée, parce que je pense que notre expertise en matière de santé, elle est unanimement reconnue, mais on ne sait faire que de la santé. On essaye de bien le faire, je pense qu'on le fait bien, mais on ne met pas une balle à côté, c'est-à-dire qu'on est vraiment que sur ce secteur-là. On essaye d'intervenir sur l'ensemble de l'économie de la santé, mais que sur cette économie-là. Donc ça a commencé par l'immobilier, et puis maintenant on étend notre activité, comme l'a dit Jean-Jacques, en accompagnant également l'exploitant dans son développement, dans sa croissance, et ça c'est également très important. Alors, les produits, s'il y a un leitmotiv ou un élément en facteur, donc c'est effectivement 100% santé. Donc tout ce que je peux vous dire, si jamais je l'oublie à chaque phrase, rappelez-vous, c'est 100% santé. C'est ça qu'il faut retenir absolument. Donc avec deux véhicules principaux qui sont donc une SCPI, donc Pierre Val Santé, donc, qui est une SCPI, comme on l'a déjà dit, donc, relativement innovante, évidemment, intégrant en cela donc, la notion de fonds de partage, intégrant également donc, des notions qui vont bientôt être mises en exergue, telles que notamment article 8 SFDR, ça parlera à pas mal de gens, puis la démarche ISR qui est en cours également, et puis surtout, peut-être, au plan de la contribution à cette économie, à cet enjeu sociétal, eh bien, c'est la contribution à l'économie de la santé, avec donc la prise en charge finalement de la gestion de l'immobilier,
pour laisser les moyens ou pour dégager des moyens et du temps aux exploitants pour mieux faire leur métier. On avait Jean-Loup Durousset que tu citais, Jean-Jacques, tout à l'heure, qui nous disait il n'y a pas très longtemps, mais ça m'a permis, moi, de prendre de l'air, de prendre de l'oxygène pour pouvoir véritablement faire mon métier, c'est-à-dire faire plus d'accouchements, faire plus d'opérations et pas forcément gérer des pierres parce que ce n'est pas forcément mon truc. Donc laissons-le à des experts et c'est ce qu'il a fait et c'est ce que font nombre de nos exploitants qui nous confient aujourd'hui donc quelques 200 actifs. Donc pour 2,3 milliards, 2,4 milliards, donc là aussi un très beau succès. Je rappelle quand même qu'en 2021, on avait collecté 780 millions d'euros, donc des chiffres stratosphériques, mais qui montrent là aussi, une prise de conscience de la part des épargnants, votre prise de conscience, souvent vous qui conseillez ces épargnants pour qu'on injecte davantage de cette économie de la santé dans les allocations d'actifs, économie qui est résiliente, qui est performante, qui est relativement stable et qui est relativement visible. Je ne veux pas faire le comparatif avec d'autres économies qui sont portées par d'autres SCPI, mais en tout cas, c'est vrai que sur la santé, on a une véritable lisibilité et visibilité de ce marché sur des longs termes, et ça, c'est quand même extrêmement, original, et pertinent pour les conseillers en investissement financier notamment. Le plus gros succès, peut-être, c'est aussi de compter donc, plus de 42 000 associés, donc les porteurs de parts sur la SCPI Pierre-Val Santé. Et donc, ça, c'est effectivement une récompense, en quelque sorte, qui est extrêmement importante, mais c'est aussi un engagement. Donc, il y a des exigences, et on doit répondre à ces exigences, voire les anticiper. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire au mieux. Rappelons également, mais là aussi, Jean-Jacques le disait, que nous sommes investis sur 8 pays désormais. Donc on a dû repousser les frontières domestiques pour aller voir en Europe, pour aller voir hors zone euro, et puis peut-être bientôt encore ailleurs, pour explorer des horizons, de nouveaux horizons, et pouvoir trouver de la matière. Et la matière, on peut la trouver effectivement si on pousse les portes des frontières domestiques pour aller chercher nos investissements. Et on a une équipe d'investissement très performante, très percutante, qui permet de trouver des belles nouvelles idées. Et là aussi, il y a des nouveaux concepts, notamment sur l'hébergement, sur les résidences seniors, sur des EHPAD ou d'autres modes de fonctionnement adjacents à ces EHPAD, que l'on pourrait peut-être contribuer à importer finalement aussi en France. Et ça, c'est également intéressant. Dès lors qu'on est investi pas mal en dehors des frontières françaises, on a également donc un avantage fiscal. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit tout ça, finalement, la performance a peut-être moins de sens que sur d'autres véhicules. Mais il faut quand même rappeler que sur l'année 2021, en réintégrant la dimension fiscale, puisque donc, vous savez que lorsqu'on est investi à l'étranger, eh bien, on va payer des prélèvements à la source. Donc, si on réintégrait tout cela, et ce que maintenant, d'ailleurs, l'ASPIM nous recommande de faire, on était donc sur un taux de distribution de l'ordre de 5,33. Et on prétend en 2022 maintenir ce taux de distribution autour de 5,30. Donc pour les spécialistes et les plus experts d'entre vous, en 2021, ça correspondait à un TDVM donc de 4,80 et on espère être entre 4,65 et 4,75 cette année si on travaille bien, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Donc on a effectivement aussi un booster fiscal qui est extrêmement important. Deuxième véhicule, c'est Trajectoire Santé, c'est le petit dernier de la troupe. Vous voyez que la troupe est assez resserrée. Alors, Trajectoire Santé, attention, c'est un véhicule que l'on trouvera uniquement au travers des contrats d'assurance vie, des contrats de capitalisation, des PER, voire des contrats luxembourgeois. Donc, ça n'est pas un instrument qui est entre les mains, j'allais dire, du Kidam moyen. C'est forcément auprès d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs reconnus comme étant experts en la matière, notamment les compagnies d'assurance, bien sûr, ou bien des grands institutionnels. Donc ce véhicule Trajectoire Santé est un véhicule qui va fonctionner avec plusieurs moteurs hybrides. C'est à la mode de parler de moteur hybride aujourd'hui, mais là ça fonctionne, je peux vous le dire. Donc avec toujours en leitmotiv et en toile de fond en quelque sorte, donc la notion de santé. Donc d'abord sur un volet SCPI santé, je crois qu'on connaît pas mal le sujet, donc évidemment on va investir aussi sur Pierre-Val Santé, mais pas que. On pourra investir également sur des OPCI, également sur des OPC du monde de la santé.
que ce soit des medtech, que ce soit des biotech, que ce soit des labos, etc. Donc labo pharma. Donc il y a aussi pas mal de solutions à trouver. Et également, et là aussi, donc je paraphrase un peu ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure, pouvoir accompagner les exploitants en œuvrant en matière de private equity pour prendre une part capitalistique donc dans certaines exploitations et dans certains établissements, parce qu'on estime que le business model est tout à fait cohérent et porteur de valeur dans tous les sens du terme quand je parle de valeur. Donc il y aura évidemment aussi une poche de liquidité, ce qui séduit aussi évidemment les assureurs que je salue dans la salle, qui notamment voient ici la possibilité d'avoir un véhicule plus lisible également, parce qu'avec une valeur liquidative, ce qui est quand même effectivement tout à fait intéressant lorsqu'on le présente à des investisseurs. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais on n'a pas fait grand-chose finalement, on a simplement parlé de produits. Maintenant, c'est comment les administre-t-on auprès notamment des clients, des épargnants. Et ce qui est intéressant, notamment puisqu'on vient de parler à l'instant notamment de solutions via l'assurance vie, dont vous savez que c'est le véhicule majeur en matière d'investissement, eh bien, on va pouvoir travailler sur le stock de façon tout à fait pertinente, parce que souvent on nous pose la question, mais finalement, comment pourrait-on, dans une allocation donnée, s'alléger en fonds en euros, dont on sait que les rendements sont plutôt à la baisse, pour ne pas dire atone, qu'on est sur un rythme ou sur une trajectoire depuis pas mal de temps donc, qui est à la baisse, et voir comment on pourrait rebondir. Mais néanmoins, le fonds en euros, c'est très bien, on entend beaucoup de discours sur oui, il faut sortir du fonds en euros, et puis quand il faut signer en bas sur le papier, c'est un peu compliqué parce qu'on ne veut pas prendre de risques supplémentaires. Donc on a travaillé là-dessus pour voir justement comment, sans modifier le couple rendement-risque, et même encore en l'améliorant, puisque donc pour les plus spécialistes d'entre vous, on a quelques modèles qui tournent comme ça, qui nous permettent de passer d'un SRRI 4 lorsqu'on est à 60% sur un fonds en euros et le reste en unité de compte un peu péchu. Eh bien, on peut passer, en étant à 35% sur un fonds en euros, à un SRRI de 2. Et donc là, on a considérablement atténué l'exposition au risque, tout en maintenant une performance quasiment équivalente, et puis surtout en ayant une meilleure décorrélation entre les différents supports qui pourraient composer cette allocation d'actifs. L'exemple ici porte sur un contrat d'assurance vie, mais on pourrait très bien l'avoir au niveau d'une allocation patrimoniale globale, administrant en cela plusieurs véhicules de type compte titre, PER et contrat d'assurance vie par exemple. Évidemment, la Pierval Santé principalement accessible en nominatif, mais qui désormais s'ouvre également auprès des assureurs pour être éligible au contrat d'assurance sous forme d'unité de compte. Alors simplement en synthèse et pour terminer, je vous rassure, j'ai terminé. Donc Pierval Santé, Trajectoire Santé sont les deux maîtres à penser au sein de la maison Orial. Mais en fait, ça ne fait qu'illustrer ou qu'héberger toutes ces notions. Alors, c'est un peu compliqué, là, effectivement, ça donne mal à la tête, mais toutes ces notions sont importantes pour nous et doivent être effectivement agrégées sur ce type de véhicules que sont Pierval Santé, la SCPI, et Trajectoire Santé, la SC. Voilà pour quelques illustrations, et je vous redonne la parole, Alain. Merci Thierry, c'est très clair. Alors Jérôme, ça va être très clair aussi, hein. Jérôme Marty, quel beau nom quand même. Alors toi, tu es médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Comment tu as atterri aux grandes gueules sur RMC avec nos amis Truchot et Marchal là, ils cherchent que des gens qui n'ont pas de cheveux, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ça, non. J'ai atterri aux grandes gueules il y a 3 ans, pardon, puisque c'était en mai 2019. Parce qu'un des chroniqueurs, Johnny Blanc pour ne pas le nommer, avait eu une saillie sur la médecine qui était assez dure. Et donc je lui avais répondu, comme je le fais souvent, par une vidéo que j'ai viralisée, que j'ai transmise au GG, en leur disant maintenant vous ne pouvez que m'inviter. Et donc ils m'ont fait grande gueule du jour et j'y suis resté depuis. Voilà. Tous les mardis on te retrouve, hein, tous les mardis aux grandes gueules sur RMC. Alors, donc tu es l'homme parfait ici, hein. Tu as été président d'un club de rugby, tu habites à Fronton, donc l'un des pays du vin. Enfin voilà, tu aimes bien la belle vie, la vie belle, non? The right man in the right place. Absolument. Alors là, on parle d'un sujet qui est absolument très très positif, état des lieux de la santé publique et privée. Tu as 3 heures, Jérôme. Donc d'abord, permets-moi de remarquer que la situation ce soir est assez exceptionnelle, parce que dans le monde de la santé, on n'est pas habitué à entendre que investir dans la santé, ça vaut le coup.
que investir dans la santé, ça rapporte, que investir dans la santé, ça fait du bien. Ça fait du bien à la fois aux financeurs et ça fait du bien à tous, parce que tous, qui que vous soyez, un jour ou l'autre, vous serez patient. Et donc, investir dans la santé, non seulement c'est un placement financier valable, mais c'est un placement de cœur, de solidarité, un placement sanitaire valable. Or, depuis 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 30 ans, gouvernement après gouvernement, on a regardé la santé que sous l'angle de son coût et pas du tout sous l'angle de son rapport. Et oui, investir dans la santé, ça vaut le coup. Et on a deux exemples qui sont merveilleux parce qu'au fond, à chaque bout de la chaîne, on a l'ICN d'un côté, l'Institut national du cerveau, qui montre qu'investir dans la santé, c'est une richesse extrêmement importante en termes de recherche et de retombées que ça peut avoir sur tous les patients. Et puis on a l'exemple d'Aubenas, que tu as cité, de Jean-Louis Rousset, petite clinique, dans une zone assez désertifiée, la clinique s'implante et la vie reprend. Et ça, c'est le schéma que n'ont jamais voulu regarder tous les politiques, quels qu'ils soient, gauche, droite, centre. C'est-à-dire que là où un médecin s'installe, là où une infirmière s'installe, la vie reprend. On ne peut pas concevoir de développer une zone désaménagée avec uniquement des commerces et des industries si vous n'avez pas la santé. Si vous n'avez pas la santé, les gens partent. Et c'est ce qui se passe dans certains départements, l'Aveyron, la Lozère, la Creuse, les déserts hyper ruraux, où les gens partent parce qu'ils ont peur de vivre. Et oui, en France, au XXIe siècle, sur certains territoires, on a peur de vivre. Parce que quand vous avez 75 ans, que vous êtes insuffisant cardiaque et que vous n'avez pas d'infirmier ou de médecin proche de chez vous, si vous faites un édème aigu du poumon, vous êtes mort en 10 minutes. Donc il vous faut impérativement des soignants. Et pour avoir ces soignants, il faut réaménager le territoire. Et vous en avez parlé, cet aménagement du territoire, il est central. Il est central parce que les déserts médicaux, vous en avez entendu parler, c'est au fond une empreinte digitale. Il n'y a aucun désert médical qui ressemble à un autre désert médical. Et si l'on veut résoudre le problème, ça ne passe pas par la coercition, l'obligation, comme vous entendez le fameux « il n'y a qu'à les obliger à s'installer », j'y reviendrai. Ça passe par l'intéressement de toute la population, de tout ce qui fait la richesse d'un territoire, chambre d'agriculture, chambre de commerce, chambre d'industrie, conseil général, conseil régional, SDIS, société protection civile, secteur sanitaire, etc. Et c'est ces gens-là qui vont déterminer quelle est la spécificité de ce territoire-là et par où il faut passer pour le réparer. Et le réparer, ça amène les gens à s'installer. Pourquoi ces médecins ne s'installent plus? Si vous prenez la médecine libérale, on n'a jamais eu autant de médecins. Et pourtant, tous ici, vous êtes confrontés à la difficulté de l'accès aux soins. Tous. Ou vous connaissez quelqu'un qui connaît des difficultés d'accès aux soins. Dernièrement, j'ai vu un patient qui m'a montré un rendez-vous avec un dermatologue dans 3 ans. Dans 3 ans, en 2025. Je n'y croyais pas au départ, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc vous êtes tous confrontés à cela. Les jeunes ne s'installent plus, et ils ont globalement raison, parce qu'ils n'ont plus main aujourd'hui sur leur avenir. Parce que la médecine, aujourd'hui, est décidée par d'autres personnes que les gens qui ont ceci. Ceci, c'est les mains qui soignent. C'est les mains qui demain vous soigneront. Si les médecins, les infirmières, les kinés, les orthophonistes, etc., n'ont pas capacité à décider de l'avenir de leur profession, ils ne s'installent pas. Si vous rajoutez à ça une crise économique, si vous rajoutez à ça un épuisement professionnel accéléré par la Covid, comme on vient de le vivre, à ce moment-là, vous avez une baisse des installations ou une attente pour les jeunes, en gros, 8 ans à 10 ans pour s'installer. Et on n'y arrive pas, parce que là, on vous dit on va augmenter le numerus clausus, mais il faut en gros entre 10 et 15 ans pour former un médecin, et s'il s'installe après 8 ans ou 10 ans, ben, il vous faut 28 à 35 ans pour recueillir les fruits de votre investissement. Donc il faut impérativement qu'on arrive à recréer cette dynamique d'enthousiasme que vous avez, que vous savez créer avec vos fonds d'investissement, qui sont des fonds français, et ça c'est extrêmement important aussi, parce qu'on voit tant et tant de groupes qui appartiennent aujourd'hui à des fonds de pension américains, banques assurées par la Chine, dans une dynamique mondiale qui est éminemment dangereuse, et qui fait qu'un jour à l'autre, le gâteau peut s'effondrer. C'est une sécurité, l'investissement franco-français. Je voulais faire cette digression là-dessus. Ou européen, Jérôme. Ou européen, bien sûr. Donc, il faut qu'on arrive à favoriser les installations. Pour favoriser les installations, je suis désolé de parler de ça, mais on a beaucoup parlé des murs, en quelque sorte, de l'outil.
Mais on n'a pas parlé des acteurs. Les acteurs, ils ne sont pas au cœur du système. Vous savez, souvent, on entend parler, on vous dit « Ah, mais le médecin, il est au cœur du système. Le patient aussi, il est au cœur du système. » À tel point qu'on se demande qui est-ce qui les déplace, puisque chaque gouvernement veut les remettre au cœur. Il y a bien quelqu'un qui doit les déplacer. Non, ils ne sont pas au cœur. Ils sont le cœur. C'est-à-dire que s'ils s'arrêtent, le système tombe. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, les soignants s'arrêtent. On est dans une situation qui n'a pas de référentiel. Avant, on voyait des infirmières, entre parenthèses, durée de vie professionnelle d'une infirmière à l'hôpital, qui le connaît? Garantie de l'emploi, etc. Durée de vie professionnelle d'une infirmière à l'hôpital aujourd'hui, c'est entre 7 et 8 ans. Au bout de 7 et 8 ans, elles sont rincées, elles s'en vont. Il faudra se poser cette question quand même aussi. Si l'on veut relancer, il faut parler des rémunérations. Nous sommes un pays quand même qui investit dans la santé, pour les murs, mais qui ne pense pas investir dans ses soignants. C'est assez curieux comme système. Vous avez des généralistes qui sont à 25 € au plus bas de la moyenne européenne. La moyenne européenne, c'est 50 €. France, 25. Vous avez des infirmières qui sont payées pour des actes tels qu'un escarre profond, une plaie affreuse qui va jusqu'à l'os, 7 €. 7 € le pansement d'escarre. 2,50 € pour se déplacer. Vous avez des praticiens hospitaliers qui, en fin de carrière, toute fin de carrière, émargent à peine à 7 000, 8 000 €. Vous avez des internistes, Dr House, qui est la spécialité certainement la plus difficile, spécialité intellectuelle, où on est obligé de se former tout au long de sa vie, où on fait les diagnostics des pathologies rares, les diagnostics que les autres n'arrivent pas à faire. En fin de vie professionnelle, en France, un professeur de médecine interne émarge à 9 000 balles. Aux États-Unis, c'est 85 000 $. Je ne dis pas que le système américain est le bon, mais je dis qu'à un moment, il faut qu'on ait un peu de cohérence. Un peu de cohérence. Ces gens s'engagent. Ces gens s'engagent pour vous tout le temps, font de très longues études. Et on ne les reconnaît pas, à tel point qu'à l'hôpital public, et vous voyez que le système n'est pas privé-public, il est totalement décloisonné, il va mal partout. À l'hôpital public, nous avons depuis 20 ans 30% de postes vacants de praticiens hospitaliers, chiffre incompressible. 30% de postes qui n'arrivent pas à trouver preneur. Pourquoi? Pourquoi? Certainement le plus beau métier du monde. Pourquoi? On a brisé ce système. Là, ce n'est pas qu'un problème d'argent. Le problème de l'hôpital public aujourd'hui, c'est sa lourdeur. Son incapacité à réagir vite. Si vous avez besoin de changer un matériel, il vous faut faire 40 courriers, attendre d'avoir 40 réponses, etc. Et vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas vous, chirurgien, qui décidez du type de prothèse de hanche que vous allez poser. Le système est devenu fou. Si l'on veut lui imprimer un peu de sens là aussi, et on en revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, dans la cohésion, l'engagement, la solidarité et le partage, il faut qu'on soit capable de faire tomber des murs. Ces murs qui existent, ils existent entre les médecins et l'administration, entre l'administration et les patients, entre les patients et les médecins. Si l'on veut arriver à s'en sortir, et en quelque sorte je pourrais conclure là-dessus, il faut qu'à chaque étage du soin, à chaque étage décisionnel du soin, vous retrouviez ces trois pôles. Les patients, les soignants et l'administration, à égalité de pouvoir. Et même, j'irai plus loin, avec droit d'opposition. C'est-à-dire que le système ne peut avancer que si les trois parties sont d'accord. C'est-à-dire que d'un cercle de défiance où nous sommes rentrés, on rentre dans un cercle de confiance. Et cette confiance, elle se construit comme cela. Elle se construit en donnant de la responsabilité. De la responsabilité aux soignants, elle est bien normale. On leur reconnaît la responsabilité de vous opérer au cœur ouvert. On ne leur reconnaît pas la responsabilité de décider de l'organisation de la profession. C'est quand même fou. Ni de décider de l'organisation de l'hôpital. La responsabilité aux patients, à vous tous, qui, parce que vous vivez le soin, doivent pouvoir décider du soin que vous voulez vivre. Et la responsabilité, évidemment, à l'administration et aux financeurs, mais qui ne doit certes plus décider seul en verticalité, comme elle le faisait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, d'un système vertical, il faut qu'on arrive à passer à un système horizontal en faisant juste confiance aux hommes. Merci Jérôme. Alexis, un commentaire, peut-être une réaction sur les propos de Jérôme? Non, mais je crois qu'on partage l'analyse. Et moi qui suis professeur de médecine et qui vis à l'hôpital public, je peux vous dire qu'effectivement,
Il y a des difficultés, c'est une machine extrêmement lourde, cloisonnée, et dans laquelle la gouvernance est non seulement complexe, mais totalement inappropriée. Et donc, il est très difficile de la faire évoluer, alors qu'on a quand même, et il faut le rappeler, une médecine qui est parmi les meilleures du monde. On a les médecins les mieux formés, on a des spécialistes qui connaissent vraiment leur domaine, on a tout. Mais c'est un système qui est quand même assez grippé en ce moment. Et à l'ICM, on a fait exactement l'inverse. On a créé une structure ouverte, souple, dans laquelle on n'empile pas les administrations, mais on a cherché à simplifier, 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 et ouvrir, faire travailler ensemble les gens. C'est exactement ce que vous dites. Pour nous, ce n'est pas seulement les patients, les médecins et l'administration. C'est les différentes disciplines qu'on retrouve, et en allant jusqu'à l'entrepreneur, puisque c'est aussi notre mission que d'incuber des startups. Jérôme, d'ailleurs, sur l'Europe, bon, là, tu as dressé un bilan, un constat sur un système en France. Ils ont les mêmes problèmes, ils sont mieux lotis que nous, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, ou vraiment, est-ce qu'on est un bon élève, malheureusement, ou pas du tout? Alors, ils ont les mêmes problèmes sur la situation que l'on rencontre aujourd'hui, en termes d'épuisement professionnel, en termes d'arrêt d'activité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on connaissait des gens qui passaient du public au privé, du privé au public, du libéral à l'hôpital. Aujourd'hui, on connaît des gens de plus en plus nombreux qui raccrochent leur blouse définitivement et qui passent à autre chose. Et ça, c'est pareil en Allemagne, c'est pareil en Amérique, c'est pareil partout. Donc c'est un phénomène qui est un dommage collatéral de la Covid. On peut penser légitimement que ça va s'estomper, mais il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça, parce qu'on a déjà, nous en France, et ça c'est une spécificité par rapport à d'autres, un système qui est très fragilisé. Sur le plan économique, ce n'est pas les mêmes systèmes. On a un système public, un HS en Angleterre. On a des systèmes qui sont aujourd'hui à 2 vitesses en Espagne qui s'installent. On a en France un système solidaire qui est certainement le plus merveilleux. Moi, j'ai pour habitude de dire que, et c'est assez dommage que les politiques ne retiennent pas ça, la France n'a pas de leçons à recevoir en matière de santé. Elle doit les donner. La France doit être la lumière que l'on suit en matière de santé. On n'a pas à copier quand on nous dit oui, mais dans tel système ça marche, on va essayer tel système. Non, non. On maintient la prunelle ce produit aussi, ce joyau aussi rare que la prunelle de nos yeux, qui est le système solidaire. On est quand même le seul pays, imaginez bien, où quand vous êtes SDF, on vous opère à cœur ouvert. Il n'y en a pas d'autre. Donc même si le système va mal, il faut le protéger. Mais par contre, pour arriver à avoir un système solidaire, il faut le financer. On voit bien que l'État n'y arrive plus, donc on compte sur vous. La question est très pertinente. Très pertinente. Et ce qu'on a voulu avec l'ICM, c'est justement en créant un objet différent du système français, puisqu'on a un partenariat public-privé. Il y a une fondation ICM, il y a des partenaires publics. Et on essaye de prendre le meilleur de chacun pour faire fonctionner le mieux possible un institut de recherche qui offre aux chercheurs qui y viennent un terrain d'expérimentation assez unique par son environnement que je vous ai décrit. Donc on est attractif par ce qu'on représente et par le potentiel de recherche de l'Institut du cerveau. On n'est pas du tout attractif par les salaires qu'on peut offrir si ces chercheurs deviennent des chercheurs du CNRS, de l'INSERM. Désolé d'être impoli, mais combien ça gagne un chercheur? On va dire en milieu de carrière ou en fin de carrière, à peu près une fourchette, hein, pas forcément. Un chercheur en début de carrière, oui. Il est recruté dans un organisme de recherche vers 35-40 ans. D'accord. Et il gagne à peine 2 500 €. Et il a bac plus 3 000, quoi. Il a bac plus pas mal d'années, oui. Et en fin de carrière, il va gagner au maximum 5 000 €. Bon, voilà. Donc, clairement, les salaires ne sont pas attractifs. Et pour attirer les cerveaux et les garder, parce que jusqu'à présent, on a réussi à les attirer, eh bien, il faut que l'environnement soit particulièrement attractif et il faut qu'on soit en mesure de complémenter les salaires publics. Et ça, c'est quelque chose qui reste encore un peu marginal, mais c'est une question qui se pose vraiment aujourd'hui pour retenir les meilleurs, parce qu'il y a un marché de l'emploi du chercheur
qui n'est pas seulement américain, mais il est aussi européen, que ce soit la Suisse, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, offrent des salaires qui sont 2, 3 fois ou 4 fois ceux de la France. Voilà, donc là, il y a un réel problème, et la souplesse de notre fondation nous permet, dans certains cas, de résoudre cette équation un peu difficile. Donc il faut à la fois être attractif et en même temps prendre en considération les besoins de chercheurs qui doivent vivre à Paris avec un salaire vraiment ridicule. Oui, ridicule. Jérôme, un petit commentaire, parce que tu disais que l'argent rapporte de 1 à 10 là, sur les rémunérations, 9 000 €, 90 000 $ aux États-Unis. Pourtant, eux aussi, ils sont en pénurie, donc il n'y a pas que les sous quand même. Non, il n'y a pas que les sous, il y a aussi le fait de faciliter l'exercice, le fait d'assouplir l'exercice, tout ce qui est greffé autour du soin. Et en France, on n'a non seulement pas l'argent, mais on n'a pas la facilitation, hormis dans des rares exemples comme l'ICN. Voilà. Tout ça participe d'une vaste politique qui n'a pas été mise en œuvre depuis bien longtemps, quoi. Et on a pris beaucoup trop de retard, quoi. Ça, c'est une évidence. Jean-Jacques ou Thierry, vous avez un petit commentaire avant de passer aux autres questions sur ce qui était raconté? Juste un aparté. Il y a un fait qui est certain, c'est que le monde a changé et que nous, moi j'ai 57 ans, globalement, qu'à 57 ans, quand vous installiez médecin, vous installiez dans le pays de votre faculté, vous exerciez dans le pays de votre faculté, vous disparaissiez dans le pays de votre faculté. Aujourd'hui, ça a changé. Les jeunes vont bouger beaucoup plus, ils vont passer d'un métier à un autre en restant dans la santé, et ils ne sont plus casaniers du tout. Ça veut dire que ce que nous disait monsieur, à savoir qu'on risquait de perdre les cerveaux, oui, c'est clair, quoi. Le monde est global aujourd'hui, et les jeunes que nous formons en France s'en iront à l'étranger. À titre d'exemple, on avait fait une enquête auprès de l'Ordre, justement, en leur demandant de nous dire combien de papiers leur était demandé pour sortir des frontières. On n'a pas pu obtenir cela, et la secrétaire de l'Ordre national a fini par nous dire, écoutez, je ne peux pas vous le donner, mais on est noyé sous les demandes, quoi. Alors, on en parle. On a reçu il y a quelques temps Jean-François Cherban qui avait écrit un bouquin de mémoire qui s'appelle Chaos, le dossier qui dérange, les commotions. Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Plus on se proteste, plus on tape, plus on en prend à l'intérieur? On a une course à l'armement, quoi. Du plus costaud au plus costaud. Et effectivement, un des remèdes serait peut-être de baisser la ligne de plaquage, quoi. D'obliger ces géants que sont devenus nos rugbymen à se baisser beaucoup plus et à plaquer à la ceinture uniquement, quoi, et pas au-dessus. On vit maintenant des choses qu'on ne voyait pas. On peut voir des dissections artérielles sur un énorme choc, quoi. Avant, il n'y avait pas quand même cette cinétique aussi importante. Enfin, vous en parlerez certainement mieux que moi, mais c'est ce qu'on rencontre. Alors certes, il y a des commotions, mais il y a des fracas qui sont beaucoup plus graves parfois et qu'on n'était pas amené à rencontrer auparavant, quoi. Ce sport est devenu un sport qui peut être dangereux. Et il faut l'adapter à la musculature, la préparation physique qu'ont nos joueurs, quoi. En particulier à très haut niveau, où on voit bien que les joueurs sont réglés de façon très professionnelle et scientifique, et donc les chocs sont d'autant plus importants puisqu'ils sont préparés pour cela, quoi. Il y a des joueurs qui sont préparés pour cela, qui font office de démolisseurs, même si leur rôle est un rôle qui aujourd'hui... Enfin, je veux dire, on n'a plus les piliers qui étaient musclés par la charrue et le soc auparavant, quoi. On a maintenant des piliers qui sont capables de faire des schistéras, etc., ce qu'on ne voyait pas auparavant. Donc on a des gens qui sont très rapides et qui vont déplacer 120 kilos en courant très vite avec un choc négatif, quoi, ce qu'on ne voyait pas avant. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions par rapport à ça, c'est évident. Jean-Jacques, toi qui as joué au rugby aussi, hein. Oui, d'abord, c'est plus le même rugby. Effectivement, moi j'ai connu un rugby qui acceptait tous les gabarits. Et à partir du moment où on accepte tous les gabarits, il y a les petits et les grands, donc on joue autrement. Et on avait plutôt un rugby qui était dans l'évitement. Aujourd'hui, on n'est pas dans un rugby d'évitement, on est dans un rugby frontal. Donc ce qu'on va chercher, c'est du gabarit. Et donc effectivement, c'est plus tout à fait le même sport. Alors d'un côté, on a des joueurs qui sont très entraînés, donc on a un rugby beaucoup plus fluide, avec des temps de jeu beaucoup plus longs. Mais d'un autre côté, on n'a pas cette acceptation de l'intelligence du rugby. Un autre exemple, le rugby universitaire a disparu en France. C'est bien dommage.
Parce que le rugby, sur le terrain, il y avait des gens qui réfléchissaient pas trop, et on en avait besoin, et on en avait d'autres qui réfléchissaient beaucoup, et on en avait besoin. Voilà, et ça faisait une combinaison. Aujourd'hui, on a des systèmes de jeu qui sont programmés, très, très programmés avant de rentrer sur le terrain, à tel point d'ailleurs que quand pendant la partie il y a des difficultés, on ne sait plus trop comment réorienter le jeu. Donc c'est plus tout à fait le même sport où effectivement la force fait loi. Alexis, les traumatismes liés au sport, au rugby en particulier, il y a également d'autres sports qui peuvent être très violents. Alors je peux vous parler que du cerveau. Hein. Bon, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que les commotions cérébrales, comme vous le disiez, c'est pas sans conséquences, surtout quand c'est à répétition. Donc il y a l'exemple de la boxe, hein, clairement avec la démence pugilistique, qui est connue depuis longtemps, mais ces dernières années, on a vu aussi, en particulier aux États-Unis, avec le football américain, on a vu que la même chose se produisait, que les joueurs, en vieillissant, développent des troubles démentiels, parce qu'ils ont eu des commotions répétées, qui provoquent en fait des lésions qui ressemblent un petit peu à celles de la maladie d'Alzheimer, avec les mêmes protéines qui se déposent dans le cerveau de façon progressive et qui conduisent des années après, hein, c'est pas sur le coup, c'est des années ou des décennies après, à une démence précoce et qui est due vraiment à ces commotions. Donc je pense qu'il y a évidemment le style du jeu qui semble avoir évolué. Il y a aussi à penser à la protection des joueurs. Je crois que là-dessus, il y a sûrement beaucoup à faire. S'il suffit de regarder la tenue des footballeurs américains, peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, protéger la tête, je pense que c'est vraiment, la boîte crânienne, c'est vraiment important. Vous l'avez bien compris, on ne peut pas raisonner immobilier santé et que profit. Ce n'est pas possible. Donc quand on décide d'aller vers l'immobilier santé, il faut avoir un autre regard, une autre approche. En tout cas, ça a été la nôtre, avec une volonté à la fois de faire en sorte, à travers des fonds immobiliers, de bien rester, je le redis, franco-français, même si on investit bien sûr en Europe, premièrement, et deuxièmement, de soutenir la recherche, j'ai presque envie de dire sous toutes ses formes, parce que financièrement, on soutient les CM, mais quand on finance l'aménagement du territoire, enfin, une étude sur l'aménagement du territoire ou une étude sur le recrutement du personnel soignant, là aussi, qui est un vrai problème de recherche. J'avais envie de rebondir tout à l'heure, mais je fais quand même une parenthèse parce que c'est une anecdote qui m'avait marqué pour vous dire jusqu'où peuvent aller les problèmes. On a pas mal d'investissements en Allemagne et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides-soignantes et d'infirmières qui quittent l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que beaucoup sont d'origine espagnole et quand il y a eu la crise en Espagne, ces gens-là sont partis, ont dû trouver du travail ailleurs. Ça ne vous a pas échappé qu'il fait très froid en Allemagne. Et aujourd'hui, comme l'Espagne va mieux, les gens repartent vers leur pays. Et donc, ils se retrouvent avec des problématiques pour différentes causes. Donc, on voit bien, et je suis d'accord, c'est un joyau qu'il faut maintenir. Et donc, il faut soutenir la recherche sous toutes ses formes. Voilà, et on s'y emploie à notre niveau.